Bueno, voy a pasar la palabra a Minata. Estaría pasando un poco más. Comment c'est allumé? Oui, c'est allumé. Ok. Je vous remercie. Je me joins à Boris et à Demba pour vous dire merci d'être venu pour ces échanges sur l'état du monde et ce que Samir appelle la militarisation de la mondialisation. Je termine par là où... je commence par là où Demba a terminé, la question est de la solidarité. Et le livre de Anne-Cécile Robert que Boris a préfacé, L'Afrique au secours de l'Europe et de l'Occident, revêt une importance particulière dans ce contexte. Et moi, je crois que cet effort de clarification des enjeux peut aider et contribuer à une nouvelle solidarité, une nouvelle forme de solidarité, si nous l'inscrivons effectivement sur le terrain de la déconstruction des idées reçues. Les idées reçues sur le Mali en guerre doivent être passées au peigne fin pour que vous sachiez que la montée en force des extrêmes droites dans vos pays découle de la politique africaine de l'Europe. La politique africaine de l'Europe qui sécrète le chômage, la misère et les conflits et pousse les gens partiront. Personne ne pourra empêcher les cailloucos et tout le reste tant que l'Europe ne changera pas d'agenda. Muchas gracias por haber venido y por asistir a estos debates sobre el estado del mundo y lo que Samir llama la militarización de la mondialización. Voy a empezar por donde Demba acabó, por la cuestión de la solidaridad y el libro de Anne-Cécile Robert sobre África al socorro de Occidente, ¿no? que tiene para mí mucha importancia en ese contexto, ¿no? Podría haber una nueva forma de solidaridad si empezáramos a desconstruir los prejuicios que tenemos, ¿no? Por ejemplo, el prejuicio del Malí en guerra, y podemos decir que el aumento, la fuerza de los partidos de extrema derecha en Occidente se debe en gran medida a la política que Europa lleva a cabo en los países africanos, empujando a la gente a irse en cayuco, y que mientras Europa siga con esas políticas, seguirán viniendo la gente y seguirán reforzándose esos partidos de extrema derecha. Nous nous battons tous les trois pour l'émergence d'une Afrique qui se prend en charge et capable de gérer ses propres problèmes. Et la question de l'opinion publique est une question centrale. Et la Syrie, l'Égypte aussi, en crise, marque un tournant, de mon point de vue, sans précédent dans cette folie meurtrière des puissances occidentales. Parce que c'est en Égypte que nous, Maliens, nous étions punis à cause d'un coup d'État. On nous a dit qu'il y a eu le coup d'État, donc pas d'aide au développement. Et alors que pays enclavés, sahéliens, on n'a rien, les gens n'en pouvaient plus. Mais l'Europe nous a infligé 11 mois de sanctions économiques jusqu'à ce qu'on demande la guerre. La résolution 2085 dont Boris a parlé, dès que la décision de venir guerroyer au Mali a été prise, tout de suite, tous les bailleurs de fonds sont venus. Il n'y avait pas eu d'élection. La guerre, les terroristes, enfin les djihadistes étaient encore dans les villes occupées, mais
tout de suite on a remis l'aide en place. Et dans le même contexte, on voit un coup d'État en Égypte, mais les mêmes Occidentaux ont décidé de ne pas qualifier le coup d'État un coup d'État. Ce n'est pas un coup d'État parce que ce coup d'État va empêcher d'aider. C'est de la folie. Les enfants meurent dans les hôpitaux, les familles n'ont rien, les petites industries, rien ne marche parce qu'il y a eu un coup d'État au Mali. Mais en Égypte, il y a eu autre chose qui est exactement un coup d'État en direct. On a tous suivi, mais ce n'est pas un coup d'État. Je vous laisse traduire ça, après je reviendrai sur les luchamos los tres que estamos aquí en esta mesa por la emergencia de una África que tome la rienda de su propio destino y que sea capaz de gestionar sus propios problemas. En ese sentido, para estas cuestiones, la cuestión central para mí es la de la opinión pública. Lo que ha ocurrido con Siria y Egipto son cosas inauditas en la historia de la humanidad y demuestra y en la locura asesina de las potencias occidentales, ¿no? En Mali, cuando hemos tenido ese golpe de Estado, hemos sido luego castigados durante 11 meses, no recibimos ninguna ayuda, ¿no? Por lo tanto hubo una sanción económica hasta que pidamos la guerra y la intervención militar en el país, ¿no? Y cuando hubo ahí la resolución 2085, pues enseguida llegó la ayuda. En ese mismo contexto, cuando hubo el golpe de Estado en Egipto, las potencias occidentales dijeron que no había sido un golpe de Estado justamente para luego no frenar la llegada de la ayuda. Por lo tanto, es una locura absoluta, ¿no?, lo que ocurrió. Donc nous comprenons et c'est parfaitement c'est-à-dire que ce qui s'est passé en Égypte conforte ce que Boris et Demba ont dit, c'est-à-dire que la guerre est fonction des enjeux miniers, pétroliers, géostratégiques. Ça n'a strictement rien à voir avec la protection des civils, d'autant plus que les mêmes civils sont déprotégés depuis plus de 3 décennies par les politiques d'ajustement structurel. Et la question que nous nous posons aujourd'hui, où commence et où s'arrête la responsabilité de protéger quand vous entrez en guerre contre des djihadistes au Mali et vous laissez mourir tant de milliers de migrants qui fuient la misère, le même continent. C'est toujours cette démarche sélective. On choisit les victimes qu'on a envie de protéger, si tant est qu'il est question de protection. Parce que le Mali n'est pas du tout sorti d'affaire. Les djihadistes sont bien là. Les djihadistes ne sont rien d'autre. La majorité de ce qu'on appelle des djihadistes, c'est des chômeurs, des candidats à l'immigration qui n'ont pas pu partir, des affamés, des désespérés. Ils montent aujourd'hui à bord des cayucos. Demain, ils prennent les armes avec les djihadistes parce qu'on leur donne $100 par mois. La question fondamentale, c'est la question du développement, de l'échec lamentable des politiques néolibérales. Entendemos que lo que pasó en Egipto refuerza nuestra opinión de que la guerra se hace en función de cuestiones geoestratégicas y nunca para proteger a los civiles. Civiles que han sido desposeídos, empobrecidos, después de más de 3 décadas de política de ajuste estructurales. Por lo tanto, la cuestión fundamental para nosotros es dónde empieza y dónde termina la responsabilidad de proteger, ¿no? Por ejemplo, cuando se interviene en Mali en contra de los islamistas y luego pues hay miles de personas refugiadas que mueren de hambre, etc., ¿no? Por lo tanto, la cuestión de la responsabilidad de proteger es importante y hay que preguntársela. Luego, la mayoría de los islamistas pues son simplemente parados, hambrientos, gente desesperada, que cogen el primer cayuco que puedan para emigrar y que cogen las armas por 100 euros al mes, ¿no? Entonces, esa situación habla del fracaso de una determinada política que lleva a esta situación. La Syrie, c'est encore plus intéressant. Donc, après
la victoire éclatante de la France au Mali, il s'est agi de faire du Mali un modèle de réussite de l'interventionnisme militaire de la France. Donc la France avait le champ libre au Mali, on est venu en 2 temps 3 mouvements, c'était le succès, bon, Serval, tout le monde applaudit, comme Boris a dit, et c'était un consensus planétaire sur cette intervention. Et moi, je suis devenu persona non grata dans l'espace Schengen parce que j'ai dit que je n'applaudis pas. Et parce que les Occidentaux avaient les moyens d'atteindre les mêmes résultats sans déployer 4 à 5 000 soldats au Mali. Et avec leur système de détection, d'espionnage, ils savaient exactement combien de djihadistes, combien de pick-up, où sont les stocks d'armes, où sont les carburants. L'appui aérien que le Mali avait demandé suffisait à atteindre ces résultats. Mais dans le cadre du repositionnement de la France dans la bande sahélienne, immensément riche en uranium, pétrole et tout ce qu'on veut, il fallait que la France reprenne pied dans le Sahel. Donc il fallait revenir. On a tout fait pour empêcher l'armée malienne. C'est une armée pauvre, c'est une armée tout ce qu'on veut. Mais l'armée a été humiliée. Mais l'armée a voulu disposer de quelques armes qu'on avait achetées, qui devaient venir, qui auraient pu nous permettre d'essayer. Mais la France n'avait pas envie qu'on essaie. Parce que la France avait son idée, c'était d'intervenir, surmédiatiser son débarquement. Hein, ce n'était pas le débarquement en Normandie, mais ça lui ressemblait. Donc débarquer au Mali, et de cette manière-là, et se positionner, impressionner cette opinion publique malienne. Bon, vous savez, les soldats, je ne sais pas, chez nous, la plupart d'entre eux, en tout cas les troupes composées de jeunes, comme je vous ai dit, là encore, à la faveur du chômage, beaucoup de jeunes se font recruter dans l'armée. Donc c'est des jeunes qui voient venir d'autres jeunes, des Français, armés, cette fois, vraiment avec leur... C'était le débarquement comme des extraterrestres, quoi. Que nous, on était là, à la télévision, on voit des gros porteurs, mais des avions dont tu vas descendre des camions. Alors, nous, on n'a que quelques Kalachnikov, un fusil pour 4 soldats. Donc, tout est venu là. Mais imaginez l'impact de ce déploiement sur l'esprit de ces jeunes qui ne demandent qu'à partir, qui n'ont pas de visa, qui n'ont rien, qui sont entrés dans l'armée, ils n'ont pas de gilet pare-balles, ils n'ont pas de casque, ils n'ont pas de bottes, ils n'ont rien. Ils voient débarquer tous ces gars. Alors la France marque tout de suite les esprits. Et puis tout le monde se met à applaudir. Ils sont venus nous sauver, d'autant plus que pendant des mois, on nous a dit, votre seul problème, ce sont ces djihadistes qui sont en train de couper les mains, de violer les femmes, Tout ça c'est vrai. Tout ça c'est vrai. Mais comment ces djihadistes se sont trouvés dans ces villes-là? Depuis 2008, ils étaient là. Mais il a fallu que quelqu'un les aide à sortir. Il a fallu que les armes viennent de la Libye. Il a fallu qu'une certaine France négocie avec les Touaregs en disant, vous luttez contre Al-Qaïda, vous libérez nos otages, et les Touaregs disent, donc nous voulons les 2/3 du Mali, c'est notre territoire. Mais à l'opinion internationale, ce qu'on montre, ce sont les mains coupées. J'ai quelqu'un qui dit que si ceux qui ont eu les pieds et les mains coupés, si on leur donnait un peu d'argent pour chaque passage à la télé, ils seraient devenus milliardaires. Parce que c'est ça qui intéressait. Exactement comme, tu te souviens quand on se battait pour le Zimbabwe, cette histoire de choléra au Zimbabwe. Ils nous ont parlé de tellement de morts du choléra à cause de Mugabe. Mais dès que les histoires se sont calmées, on ne sait pas où sont passés les malades du choléra. Sigo escribiendo. A ver, Siria, el caso de Siria es más interesante aún. Después de la victoria brillante de Francia en Mali, Francia intentó vender su intervención militar como un modelo de intervención militar, ¿no? Había habido un éxito increíble, la operación Serval fue fantástico, todo el mundo aplaudiendo, hubo un consenso planetario, ¿no?
Yo me volví una persona non grata, ¿no? En el espacio de Schengen porque no quise aplaudir en ese momento. Pero podían haber conseguido el mismo resultado sin enviar a 5.000 soldados en Mali, simplemente con los sistemas de espionaje que tienen, saben perfectamente dónde están los islamistas, sus pick-up, donde se esconden, etc. Y con un apoyo aéreo se habría conseguido perfectamente el éxito en esta operación, ¿no? Pero lo importante ahí para Francia era retomar el terreno perdido en esta parte de África y volver al Sahel, ¿no? Volver físicamente al Sahel, ¿no? Hay que imaginar también, es decir, la importancia, es decir, de esa intervención en la opinión pública maliense, ¿no? La mayoría de las tropas, de los soldados de Mali son jóvenes parados, etcétera, que ven de repente a otros jóvenes franceses sobrearmados como extraterrestres que vienen en aviones de transporte aéreo absolutamente enormes. Bueno, parecían gente viniendo de otro mundo, ¿no? Cuando pues, ellos compartían un fusil para 4 soldados. Hay que imaginar el impacto, ¿no? mental de esa operación, ¿no? Para unos jóvenes que no entienden nada, simplemente lo que ven, ¿no? Francia entonces decía pues eso, que también que era verdad, cierto, que había los islamistas pues cortaban las manos, violaban a la mujer, etc. Eso es cierto, pero algunas personas dijeron pues que si la gente con la mano cortada siempre si cobraban cada vez que iban a la se le ponía delante de una cámara de televisión, pues se iban a convertir en millonarios, ¿no? Absolutamente. Porque había que preguntarse por qué por qué estos islamistas estaban aquí, ¿no? Porque en Libia, Francia había hablado con los Tuareg, la guardia de Gaddafi, diciéndole que si liberaban los rehenes y luchaban contra Al-Qaeda, pues podían venirse al Mali y ocupar ahí 2/3 del territorio, ¿no? Esa es la verdadera razón, ¿no? Lo mismo de la mano cortada y la mujer violada pues, ocurrió también en Zimbabue con el cólera, ¿no? Después del asunto de Zimbabue, nadie más nunca jamás habló del cólera, ¿no? Donc le cynisme de toute cette affaire apparaît lorsque vous savez que on nous demande au Mali d'accepter cette tutelle militaire au nom de la lutte contre Al-Qaïda, mais les frères d'armes de Al-Qaïda au Maghreb sont en Syrie et la même Europe veut armer parmi les opposants syriens. On sait parfaitement qu'il y a des djihadistes. Alors, nous mettre en situation de guerre contre un phénomène qu'on soutient de l'autre côté. Deuxièmement, mais ce qui s'est passé d'intéressant, c'est que donc Cameron, comme d'hab, les trois fauteurs de guerre en Libye, Cameron, l'Angleterre, la France et les États-Unis, c'est exactement les mêmes qui sont constamment, ils étaient, Cameron un peu moins au Mali, mais en tout cas, la Syrie, il recommence encore, chacun se dit encore. Et Cameron est obligé de reculer. On dit ouf. Obama, lui, il dit oh, je vais consulter le Congrès. Et l'opinion publique américaine dit ça suffit, ça suffit. Et les guerres là-bas, on a le chômage ici, on a nos problèmes. Donc, petit à petit, notre ami et libérateur François Hollande est un peu isolé. Il ne sait plus quoi faire. Il vient au Mali, il dit le Mali est indépendant, souverain, démocratique, sous-entendu grâce à moi. Bon. Ça ne marche pas pour la Syrie, parce que vraiment, le Mali, c'est autre chose, quoi. Les gens voient que là... Mais ça marche pour la Centrafrique, malheureusement. C'est ça mon problème aujourd'hui. Parce que quand les Français disent « Regardez comme nous sommes forts, comme nous sommes beaux au Mali », et les opinions occidentales disent « On s'en moque », et pour l'instant, il n'y aura pas de guerre en Syrie,
Mais les Africains disent, pourquoi vous ne venez pas chez nous, comme au Mali? C'est ça aujourd'hui. Et le discours pro-guerre, la propagande aujourd'hui qui consiste à dire nous venons vous libérer par les armes, ça marche. Pourquoi ça marche? Ça marche parce que l'analphabétisme qui a toujours été présenté comme la plaie de l'Afrique, c'est un problème. Mais nous sommes également 3 personnes ici dans ce panel, Boris mieux que nous 2 d'ailleurs. Nous pensons que le fait de ne pas savoir lire et écrire en anglais, en français, en espagnol ne fait pas des Africains des tarés. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité, hein? On a survécu là-bas, on s'est débrouillé, c'était pas la haute technologie, mais les gens quand même, on sait comment vivre dans les pires difficultés, dans des écosystèmes parfois pas possibles, le désert en est un. Donc, l'analphabétisme pose problème. Mais ce qui me pose davantage de problèmes aujourd'hui, c'est l'illettrisme économique et politique dans lequel on maintient les Africains. Quand vous voyez les images de ces Centrafricains, la manière, les tronches qu'on vous montre, les kalachnikovs, mais pourquoi vous ne voulez pas qu'il y ait du racisme et de la xénophobie en Europe quand vous ne voyez défiler que des gens prêts à tuer et personne ne vous dit qu'il y a une histoire de diamant derrière, personne ne vous dit qu'au Mali c'est une histoire d'uranium. Je ne vois pas pourquoi la France, qui est confrontée à des difficultés inextricables avec le chômage qui fait l'impopularité de François Hollande, qu'est-ce qu'il a à aller sauver les Maliens alors qu'il n'a rien réglé en France? Donc moi je me dis que nous, notre gros problème aujourd'hui, ce n'est pas une question, et détrompez-vous, ce n'est pas une question d'élection, de démocratie, de droits de l'homme. Là où il va falloir travailler, c'est comment parvenir à susciter aujourd'hui en Afrique une résistance et face à cette mondialisation de la militarisation. Si les Africains ne savent pas dire non, on ne veut pas de la guerre, mais si les Africains disent on va acheter davantage d'armes, nous sommes aujourd'hui dans le business de la guerre au Mali. C'est la guerre qui a remplacé, nous on s'est battu pour le commerce équitable et on a dénoncé le commerce déloyal. Aujourd'hui on est dans le business de la guerre, c'est-à-dire que Antonio, dans le cadre de notre projet, on devait avoir une conférence au Mali, une réunion au Mali, mais vous n'aurez pas, semble-t-il, de visa pour aller au Mali parce que nous sommes un pays à risque. Un pays à risque pour vous les gens, les Espagnols normaux. Mais les avions sont remplis de militaires blancs comme vous. Les blancs viennent, mais les blancs viennent vendre des armes, viennent vendre des services de sécurité. Donc nous n'avons pas de touristes, nous n'avons pas d'investisseurs, on n'a pas d'acteurs culturels, mais les instructeurs militaires de l'Union européenne et les vendeurs de marchandises, de tout ce matériel sont en train de débarquer au Mali pour prendre l'argent qui devait être consacré à la coopération. Entonces, por eso quería destacar el cinismo, ¿no? de todo este asunto, ¿no? Por ejemplo, cuando nos piden en Mali aceptar esta tutela militar para luchar contra Al-Qaeda, ¿no? Cuando, por otra parte, los hermanos de ACMI, de Al-Qaeda en el Magreb Islámico, están en Siria y se les quiere pues, apoyar en Siria y se les quiere quitar de en medio en Mali, ¿no? Entonces ahí hay una contradicción ahí fuerte, ¿no? Que habla de este cinismo. En Francia, cuando Francia, Estados Unidos y Gran Bretaña quisieron intervenir en Mali, pues son lo mismo ahora que quisieron intervenir en Siria. Entonces Cameron en Gran Bretaña pues retrocedió, Obama pues dijo que iba a hablar con el Parlamento, con el Congreso, y la opinión pública americana dijo que no quería más intervenciones militares, sino solucionar los problemas internos del país. Poco a poco François Hollande, el presidente de Francia, se vio un poco aislado y ya no sabía más qué hacer, ¿no?
Entonces, pues igual no funciona en Siria, pero sí puede funcionar en la República Centroafricana. Por lo tanto, no puede valer pues, exportar este modelo para otros países, pero sí para África, ¿no? Claro, cuando la opinión internacional dice no para Siria, pues la opinión interna de Centroáfrica, cuando todos los días están siendo alimentados por un discurso bélico y por unas imágenes y que hablan de guerra, etcétera, pues sí piden una liberación militar, ¿no? Que ese es el problema, ¿no? ¿Por qué esas poblaciones piden esa intervención militar entonces? Porque es cierto que hay cierto analfabetismo, ¿no? Que uno de los problemas endémicos de África siempre ha sido un problema en África, ¿no? Pero eso no quiere decir el analfabetismo que porque la gente no sepa leer y escribir en inglés, francés, en español, etcétera, pues sean idiotas, ¿no? No existe, evidentemente, no son países con una alta tecnología, pero sabemos vivir y convivir con un ecosistema absolutamente imposible como el desierto, ¿no? Por lo tanto, no es tanto el analfabetismo el que me preocupa como el analfabetismo económico y político, que sí es muy grave, como en el caso de la República Centroafricana, porque en este caso no dicen que la verdadera causa de todo esto son los diamantes, ¿no? Como el uranio en Mali, ¿no? Y yo también me pregunto, ¿no? ¿Por qué Francia quiere pues, intervenir y solucionar los problemas de los malienses cuando no consigue solucionar su propio problema en Francia, ¿no? Por lo tanto, no se trata de una cuestión democrática o de derechos humanos, etcétera, pero cómo promover una resistencia frente a esta mundialización de la militarización. Porque si no sabemos decir que no, pues se va a desarrollar el business, es decir, la economía de la guerra en Mali y en los países africanos, ¿no? Nosotros siempre hemos aquí luchado por el comercio justo, esas cuestiones, ¿no? económicas, y ahora lo que se va a desarrollar la economía bélica. ¿En qué consiste eso? Por ejemplo, ahora con Antonio queríamos organizar una conferencia en Mali, pero quizás no le vayan a dar los visados porque dicen que Mali es un país peligroso. Por lo tanto, no dan visado a los turistas, a la gente de cultura, a la gente económico, etcétera, pero sí, por supuesto, dan turistas a los soldados y a los vendedores y marchantes del material militar, ¿no? Esa es la economía que se está desarrollando. Donc je vais conclure pour dire que, de mon point de vue, nous sommes à un tournant. C'est clair que les nations industrialisées en perte d'hégémonie croient pouvoir substituer la violence militaire. Ils parlent de diplomatie offensive. La France parle beaucoup de ça, mais il y a la politique de la canonnière, on y va par les armes. Mes amis ont parlé du Conseil de sécurité des Nations Unies qui constitue le volet politique institutionnel, et la CPI constitue le volet juridique qui va toujours traquer, comme on dit, les basanés, les Arabes et les Noirs. On oublie donc que Bush, d'autres criminels qui ont tué en Irak et ailleurs, sont même des consultants parfois, donnent des conférences. Mais la substitution de l'agenda sécuritaire à un développement porté par les gens, axé sur les gens, et les deux conséquences graves que moi je vois aujourd'hui, c'est que on entre dans un nouveau cycle de l'endettement de l'Afrique. L'Afrique va devoir s'endetter encore. Et on avait assisté à des réductions de dettes qui n'étaient pas libéralisées davantage, et on annule vos dettes. Bon, Demba, on s'est battu contre ça. Mais l'inquiétant, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de mettre dans la tête des gens, des dirigeants africains. Ils vont d'ailleurs, ils étaient à Addis Abeba et François Hollande les convoque encore en décembre pour aller parler de la défense et de la sécurité de l'Afrique. Je vous remercie.